Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour cette nouvelle émission de Débris Sport. Au programme, récap de la fin des 8e de finale de la Ligue des Champions, un point sur Indian Wells, mais avant toute chose, la liste de Didier Deschamps, la première après la Coupe du Monde au Qatar, et quelques surprises, on y reviendra dans un instant. 3 chroniqueurs sont avec nous ce soir, Louis. Bonjour à vous. Anthony. Bonjour. Et Valentin. Et bonsoir. À mes côtés, et vous commencez à être habitués, Corentin. Bonsoir Corentin. Bonsoir Timothée, bonsoir à tous. Et oui, comme tu l'as dit, on a appris à 14h cet après-midi la nouvelle liste de Didier Deschamps après cette finale perdue en Coupe du Monde. On s'attendait à beaucoup de surprises après le départ notamment d'Hugo Lloris et de Karim Benzema notamment. Et on en a eu des surprises, Timothée. On a quand même 3 petits nouveaux en bleu. C'est Brice Samba. Mais d'abord, on va commencer avec les gardiens. Voilà, vous voyez la liste. Areola, Maignan et Samba au cage. Je pense que Maignan aura le rôle de titulaire dans ce groupe. En défense, Kamavinga qui jouera sûrement piston gauche du coup. Wesley Fofana qui est pour la première fois dans le groupe France. Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba ou Pamecano. Au milieu de terrain, Fofana, Rabiot, Tchouaméni, Kefren Turam qui est pour la première fois sélectionné aussi, et Jordan Verretou. Et en attaque, Coman, Diaby, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé et Marcus Thuram. Donc pas vraiment de surprise en attaque, mais c'est quand même une très belle équipe. Et cette liste intervient tout simplement pour le début des qualifications en vue de l'Euro 2024. La France, les Bleus affronteront dans un premier temps les Pays-Bas au Stade de France le vendredi 24 mars avant de se déplacer à l'Aviva Stadium en Irlande le 27 mars, donc le lundi 27 mars. Voilà les 2 premiers matchs dans cette phase de groupe. Alors je pense qu'on peut regarder les groupes de qualification pour l'Euro 2024. La France est dans le groupe B, comme vous le voyez, avec les Pays-Bas, la République d'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Un groupe qui est quand même assez relevé, on peut le dire, Louis. Oui, assez relevé, mais quand même abordable. Je pense que la France peut s'en sortir très facilement. Et pour revenir sur la liste de Didier Deschamps, qu'est-ce qui vous semble le plus injuste ou le plus juste? Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à cette liste, Valentin? Alors moi, vous avez parlé de surprise par rapport aux nouveaux venus, mais je suis surtout surpris par rapport aux joueurs conservés. Quand on voit qu'il y a des Verretou, des... Voilà, dis tous les noms. Alors, il y a quelques noms qui viennent en tête, notamment Marcus Thuram, Jordan Verretou et Jules Koundé. Pour moi, c'est un peu les joueurs qui viennent jouer les troubles faits au sein de cet effectif. Après, franchement, Koundé... C'est par rapport plus à ses prestations en équipe de France plutôt qu'à ses prestations en club, parce qu'on sait qu'il assure avec le FC Barcelone aux côtés d'Araujo, même s'il ne joue pas souvent à son poste de prédilection. Après, franchement, en équipe de France, on l'a vu, ça tenait pas la baraque. Après, il y a aussi un problème au côté...
toujours au poste de latéral droit, au piston droit en France. Peut-être que Pavard retrouvera sa place de titulaire vu sa forme quand même qui joue bien quand même ces dernières semaines avec le Bayern. Si tu prends pas Koundé, tu prends qui à la place? Moi, au vu de la montée en puissance de Mukiele, franchement, je pense que mon choix se porterait sur lui, parce qu'on sait Pas qu'il... Klose, par exemple. Non, parce que Klose, on l'a vu, même en équipe de France, c'était un peu décevant. Et puis, Son premier match. je pense que l'engouement autour de sa saison avec Lens s'est passé et que maintenant, il est juste devenu un joueur lambda de l'effectif marseillais. Mais surtout, je pense que Mukiele, qui, sans être vraiment pro-parisien, je pense que Mukiele, qui enchaîne les minutes et qui peut-être peut faire ressortir le bon qu'il avait du côté de Leipzig, cette fois-ci en équipe de France. Et messieurs, on va revenir sur les milieux qui ont été choisis. Je pense que là, ça va faire beaucoup parler, notamment l'arrivée de Jordan, enfin le retour de Jordan Verretou et puis l'arrivée de Khéphren Thuram. Qu'est-ce que vous en pensez de ce milieu? Anto, si tu as un petit mot là-dessus. C'est un milieu pas très garni, hein. On voit que il y a toujours beaucoup d'absents. Pogba, Kanté nous manque beaucoup. Je vois peu d'expérience dans ce milieu. Après, on a réussi à faire une finale de Coupe du Monde avec ça, plus Guendouzi, donc je me dis ça peut aller. Mais oui, d'ailleurs, voilà. Guendouzi qui n'est pas là, ouais, tout à fait. Ouais, mérité, selon toi, Louis, l'absence de Guendouzi? Oui, moi je comprends l'absence de Guendouzi et la conservation de Verretou. Je trouve que Verretou a fait une meilleure saison que Guendouzi sur ce début de saison. Après, Verretou est dans de meilleures dispositions que Guendouzi à Marseille. Avant l'arrivée de Malinowski, on se rappelle, il jouait devant, il jouait à côté d'Alexis Sanchez, il avait ce rôle un peu bizarre de box-to-box, enfin, c'était pas très défini. Je trouve que Verretou, moi ça me choque pas plus que ça, il a un profil qui plaît à Deschamps, un profil défensif dont on a besoin quand même pour la rotation, et puis son début de saison à Marseille est quand même assez bon. Et puis pour revenir sur Marcus Thuram, donc l'autre Thuram, voilà, on a les deux frères qui sont dans la même liste. Val, tu l'as un peu dit au début, mais est-ce que pour vous c'est justifié qu'il soit présent dans cet effectif alors qu'on sait qu'à la Coupe du Monde c'était pas terrible et qu'à chaque fois qu'il est là en bleu, on est toujours déçu par Marcus Thuram? Est-ce que vous validez ce choix ou pas? Pour moi, il y a un nom qui me vient directement en tête, c'est peut-être Ben Yedder. Quand on voit ce qu'il réalise avec Monaco et surtout la remontée au classement qui est due à son retour en forme. Non, pour moi, Ben Yedder est largement préférable à un Thuram. Après, on sait que Thuram peut jouer partout. Il peut jouer sur les côtés. Il joue d'ailleurs très peu dans l'axe. Contrairement à Wissam Ben Yedder qui s'est joué que en numéro 9 ou à la limite... plus bas, ouais. Mais donc, après, on sait que, comme pour revenir sur le milieu de terrain, on sait qu'on manque on a surtout beaucoup de blessés. Et qu'on manque peut-être un peu de profondeur, même si pour moi, les noms qui sont présents dans cette liste sont tout à fait redevables de sens et peuvent porter cette équipe de France. Et un petit mot sur Marcus Thuram, c'est justifié ou pas pour Je suis pas un grand fan de Marcus Thuram, mais moi je me souviens d'une bonne prestation face à l'Argentine. Et ils étaient que 3 à faire une bonne prestation, c'était du coup Marcus Thuram, Colomani et Kylian Mbappé. Donc pour moi c'est un peu ça qui justifie sa sélection, c'est que ça sent qu'il a envie et qu'il peut largement progresser. Après oui, je rejoins Valentin sur l'absence de Ben Yedder. Pour moi c'est un joueur qui aurait pu être fondamental pour ses qualifications. Et puis il y a une rumeur qui tourne et qui commence à de plus en plus être vraie entre guillemets, c'est le capitana qui reviendrait à Kylian Mbappé. On en avait déjà fait un débat il y a quelques semaines autour de ça, savoir si ça allait être Griezmann ou Kylian Mbappé, avec le départ notamment de Raphaël Varane et Hugo Lloris. Kylian Mbappé, pour vous, ça vous semble aussi un bon choix d'être capitaine, ou vous aurez préféré plutôt Antoine Griezmann? Ou un autre joueur. Ou un autre joueur, oui. Après, ça manque un peu de cadre. Là, c'est beaucoup de jeunes dans l'effectif. On aurait peut-être pu penser à un Presnel Kimpembe s'il était disponible. Mais c'est sûr que... Ouais. T'es d'accord du coup avec ce choix de Mbappé? Ouais, je suis quand même d'accord parce qu'il est là depuis longtemps, il connaît l'effectif, il a une grande expérience. Après, Griezmann, là aussi, c'était Griezmann, là aussi, j'allais venir. Pour moi, il peut mettre Griezmann comme Mbappé. Le choix m'importe peu du moment qu'il y a un leader vocal dans les vestiaires. On sait que Paul Pogba n'était pas capitaine sur le terrain, mais il était... ne l'était pas par le brassard, pardon, mais il était par son leadership vocal. Ouais. Donc pour moi, que Mbappé l'est, oui, c'est très bien. Et vous êtes d'accord aussi avec ça ou pas du tout? Si Paul Pogba était encore là, j'aurais mis le brassard à Pogba. Mais là, maintenant,
pour moi, il reste que Mbappé en Il leader n'y a pas le choix charismatique. en fait. Pour toi, c'est clair et net, c'est Mbappé Ouais, et pour moi, pas Griezmann. n'a pas une âme de capitaine. Pour moi, ça revient. Après plutôt à Griezmann, Mbappé. on sait aussi que c'est un homme qui noue le vestiaire parce que enfin, souvent quand on entend des interviews des joueurs, etc. Et par exemple, j'avais vu un truc qui est ton meilleur pote chez les Bleus, machin. Il y en a beaucoup qui répondent Griezmann. Et donc on voit que Griezmann a une relation particulière avec les Bleus. Et je sais pas, je pense que Mbappé divise peut-être un peu plus que Griezmann. Et c'est peut-être là la seule limite. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Val, sur Griezmann qui pourrait mériter ce rôle de capitaine. Honnêtement, Griezmann, s'il a le capitanat, n'est pas choquant. Au vu de ce qu'il a apporté à cette équipe de France pendant maintenant à peu près une dizaine d'années. Maintenant, on sait que Kylian arrive à une certaine maturité, qu'il a, pour moi, peut-être plus l'âme d'un capitaine. Il est peut-être plus. Depuis sa Coupe du Monde ou même encore avant? Non, parce qu'on voit que maintenant, même à Paris, c'est lui qui a le brassard, c'est même plus Presnel. La question. C'est Marquinhos qu'il a encore. C'est comment non, ce compagnon- alors, c'est comment maintenant, c'est Son capitaine. c'est un rôle de vice-capitanat. Mais Presnel n'est même plus pressenti pour être capitaine. Il a d'ailleurs réagi en story. Mais oui, pour moi, je pense que Kylian Mbappé a peut-être une aura supplémentaire et peut pousser ce vestiaire à aller plus loin. En tout cas, prochain match France-Pays-Bas vendredi, pas ce vendredi-là demain, mais dans 8 jours. Ce sera au Stade de France et du coup à 20h45 contre les Pays-Bas. On va passer à la prochaine rubrique et on va parler maintenant de la Ligue des Champions parce qu'il y avait la fin des... Ouais, bon, voilà, c'était parfait. Avec la fin des huitièmes de finale ce mardi et ce mercredi. Finalement, pas énormément de surprises, surtout sur la journée de mercredi, mais on va quand même revenir d'abord sur l'énorme victoire de Manchester City, Valentin, contre Leipzig 7-0 et évidemment Erling Haaland. Ouais, un carton plein d'une équipe que j'apprécie fortement. Après, on sait que ça a été franchement beaucoup décrié parce qu'on sait que le match a un tournant, a plusieurs tournants, même on en a deux que je vais citer. Le premier, c'est sur la main de Benjamin Henrichs qui divise. Honnêtement, je la siffle pas pour être franchement objectif. Parlons de l'arbitrage de ce match parce qu'il a fait beaucoup parler, notamment sur les 2 premiers buts et sur la sortie d'Ederson. Justement, est-ce que vous êtes entièrement d'accord avec les choix qui ont été faits par l'arbitrage ou pour vous il y a trop de litiges et ça a influencé sur le match, sur la suite du match ou pas du tout? Alors, moi je vais juste venir très, très vite au fait, mais je vais juste dire que pour moi il y a très grosse faute d'Ederson. D'ailleurs, il en fait un match qui pénalise peut-être complètement l'équipe de Manchester City, si ce n'est celui qui est le joueur le moins en vue de cet effectif. Ce que j'avais dit quelques émissions plus tôt. J'ai pas beaucoup d'affect pour ce joueur et encore plus si là il venait à compliquer la qualification de Manchester City. Après, oui. C'est rouge pour toi la sortie d'Ederson? Tu peux pas mettre un jaune, donc ouais, je pense que c'est rouge. Après, Louis, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'ai du mal avec ce gardien qui a du mal à faire des sorties maîtrisées. Il a une carrière grâce à son jeu au pied. Moi c'est Samir Nasri qui disait voilà, Pep Guardiola nous l'a présenté, ils ont regardé ce qu'il peut faire et puis en fait il avait juste montré des actions en gros avec son jeu au pied. Oui. Voilà. Mais bon, après, il a quand même des qualités. Et sur la main de Heinrich, je vais rejoindre Val. Pour moi, c'est très difficile de siffler main. C'est même un peu dur, mais bon. Oui, parce que derrière, ça n'influe pas vraiment sur la suite de l'action. C'est-à-dire que derrière, ça revient dans un défenseur de Leipzig. Moi, c'est plus la faute de Ederson que je pénalise plus pour l'arbitre que la main de Benjamin. Après, pour moi, ça n'influe pas sur le cours du jeu. Je pense qu'on l'a vu même au bout de 20 minutes, City avait totalement la maîtrise. On l'a vu, il y avait 3 dégagements en catastrophe de. C'est peut-être pas la même chose si Ederson prend son rouge. C'est-à-dire que là, il y avait 1-0 ou 2-0 à ce moment-là. Est-ce que je préférais avoir Stéphane Ortega plutôt que Ederson au cage? Je pense que oui, donc honnêtement... Ouais, après c'est plus le fait de jouer à 10, mais après finalement, de toute façon, Manchester City à 10 ou à 11 contre ce Leipzig-là, en tout cas, bon, après on a vu le score. Il y a déjà 2-0. Il y a déjà 2-0 et je pense que le match est presque plié, même si Ederson prend un rouge. Du coup, ouais, pour revenir un peu sur le match, doublé d'Haaland à la 24e minute et ensuite on a 3-0 à la mi-temps, le match est déjà plié. Voilà. Le match est plié. Puis après, dès la 60, en fait, c'est plié dès la 60e surtout. On sent des joueurs de Leipzig abattus et surtout la sortie est un peu prématurée
de Haaland qui sort après un quintuplé au bout de 60 minutes. Alors, il a mis 5 buts en 36 minutes seulement. Oui. C'est hallucinant. C'est ahurissant ce qu'il est capable de faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez les propos de Pep Guardiola par rapport à ce joueur. Non. Quand il vient dire qu'il a sorti pour pas qu'il puisse battre le record de Messi et donc avoir encore des objectifs pour sa carrière. C'est bizarre qu'il n'ait pas parlé de Lewandowski par rapport à ça. Ouais. Quintuplé en 9 minutes. Oui, mais après c'était en Bundesliga. Là, on compare plutôt à la Ligue des Champions où justement Messi et Luis Adriano sont les seuls depuis 1993 à avoir inscrit un quintuplé en Ligue des Champions. Messi, c'était en 2012 face à Leverkusen. En phase finale ou en phase de groupe? En tout réuni, la Ligue des Champions. Et Luis Adriano, c'était en 2014 avec le Shakhtar contre le Bate Borisov. Donc voilà, c'est assez exceptionnel. Et Haaland est sur 39 buts en 36 matchs. Cette saison, c'est exceptionnel. C'est fou. Et puis, il n'y a pas que la prestation de Erling Haaland, parce que hors de ça, on sait qu'il y a eu des buts, mais c'est son placement en fait. C'est son placement. Quand on voit, il est toujours bien placé, toujours à l'affût, il a fin de ballon. Dès que le moindre ballon est relâché, c'est le premier à être dessus. Et puis, forcément, ça pousse à féliciter ce genre de performance, mais aussi une performance de grande qualité de la part de Gundogan, De Bruyne, qui ont été buteurs, mais aussi une belle entrée de Mahrez, Bernardo Silva, toujours aussi impeccable. Et on va en venir à un petit débat sur Manchester City après cette victoire écrasante face à Leipzig 7-0. On se dit que finalement, ce serait peut-être eux, les grands favoris de cette Ligue des Champions, de cette édition. Qu'est-ce que vous en pensez, Anto? Je te laisse commencer. Je vais revenir sur un argument que j'avais dit quelques émissions plus tôt. Donc pour moi, c'est toujours Ederson leur faiblesse. On l'a encore vu sur ce match. Après, je pense quand même qu'ils ont des chances d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, en face, on a le Real Madrid, on a le Napoli. Pour moi, c'est de force égale quand même. Et le Bayern. Donc voilà, pour moi, ça quand même. Donc Manchester City va encore se faire éliminer. Il y a quand même de l'adversité. Moi, je vois une élimination en demi comme l'année dernière, en fait. Okay. De toute façon, le problème entre guillemets pour Manchester City en Ligue des Champions, c'est que sur un match en finale ou 2 matchs aller-retour, vraiment tout peut se passer. Surtout on voit les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale: le Bayern Munich, Lisbonne, Chelsea, l'Inter, City, Milan, Naples et le Real Madrid. Franchement, peut-être le Benfica qui est un peu en dessous, et encore limite. Ils sont surprenants quand même. Oui, ils sont surprenants, mais c'est vraiment pour dire que le niveau est très très élevé et que sur 2 matchs, Manchester City peut perdre contre n'importe qui, même si sur le papier c'est sûr qu'ils semblent favoris avec un groupe aussi solide et surtout leur banc et leur coach. Vraiment, il n'y a rien à redire à cette équipe. Et surtout le fait que Pep Guardiola mise tout sur la Ligue des Champions cette année, il l'a dit ouvertement. Et justement, Louis, tu penses que City peut aller loin dans cette Ligue des Champions, peut viser le titre cette année? Bien sûr qu'ils peuvent viser le titre. En tout cas, est-ce qu'ils vont le remporter cette année? Je sais pas ça. On parle de la Ligue des Champions quand même. Ça fait depuis un moment qu'on assiste à des superbes remontadas. Ça fait depuis l'édition 2018-2019 que moi je pars en Ligue des Champions avec aucun a priori. Oui, mais est-ce que cette année ça serait une surprise, ça te surprendrait que Manchester City se fasse éliminer en demi par exemple? Du tout. Du tout. Regarde, Naples, pour moi, il y a plus de certitude dans le jeu, même pour Real. Ils sont beaucoup plus réguliers que Manchester City. Moi, je vais prendre l'exemple de Crystal Palace. Ils galèrent à gagner 1-0 contre Crystal Palace. Alors, c'est pas le problème que ce soit contre Crystal Palace, mais c'est que. Pep Guardiola l'a dit. La Première Ligue n'est pas un objectif cette saison. Mais il met à peu près les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs, ils sont équivalents. C'est même un argument. Ils sont équivalents quand ils sortent et quand ils rentrent. Moi, je trouve que il y a aussi des moments où il l'a dit, même Guardiola en conférence de presse. Quand ils arrivent à jouer avec Haaland, c'est génial, mais parfois ils n'arrivent pas à jouer avec lui. Alors est-ce que c'est lui qui n'arrive pas à jouer avec eux, ou est-ce que c'est l'équipe qui n'arrive pas à jouer avec lui? D'ailleurs, on l'a vu, il y a des périodes, parfois cette année, même il y a encore 3-4 matchs où pendant 3 matchs il ne marque pas, et c'est difficile à expliquer pour Manchester. Je pense qu'il y a plus de certitude dans certaines équipes que Manchester City. Après, Manchester City a les armes, et quand tu vois face à Leipzig qui mettent 7 buts, c'est de bon augure pour eux, mais après à eux de continuer et d'être le plus régulier possible. Val, est-ce que pour toi Manchester City est le favori de cette Ligue des Champions, ou tu vois plutôt une autre équipe, Naples, le Bayern, autre? Le problème, c'est qu'on sait qu'ils sont capables de faire ce genre de prestations. On sait qu'ils sont capables de détruire n'importe quelle équipe, de battre et de contrôler n'importe quelle équipe. Là, dans les 7 autres, du coup, j'en vois aucune que Manchester City ne peut pas maîtriser.
Sauf qu'encore, Même le Real Madrid. Ils les ont maîtrisés, le Real Madrid. Mais ils les ont maîtrisés pendant... Oui. 39 minutes. Exactement. Avec le match aller encore. Donc pour moi, City, s'ils veulent et s'ils ont envie de jouer, s'ils sont dans les bonnes conditions, s'il fait beau, si tout est bon, ils peuvent aller loin. Maintenant, c'est dans la tête. Et puis, j'aimerais rebondir aussi sur un truc. Pour moi, bien sûr, ceux qui font le plus peur de ces équipes sont avant tout le Bayern et le Real. Mais j'aimerais aussi voir le Napoli dans un gros test. Parce que depuis le début de la saison, il n'y a pas de gros test. Alors, il y a eu Liverpool et est-ce que pour toi, l'Ajax, Liverpool est un gros test? Mais voilà. On voit ces saisons, c'est compliqué. On reviendra un peu après sur Naples. Ouais. D'abord, un petit résumé aussi, Louis, sur le match Real-Liverpool. Bon, c'était presque plié d'entrée avec une victoire 5-2 du Real à Anfield. Plié d'entrée, mais avec Liverpool, on peut s'attendre à tout. Mais bon, malheureusement, Alisson aura retardé l'échéance comme il a pu. Il a fait un super match, pareil pour Courtois, mais bon, à la 78e, Benzema a marqué. S'il prend pas son but, il est peut-être élu homme du match. Oui, vu sa prestation. Une très très belle prestation. Et encore, le but, franchement, c'est dur parce que Van Dijk est dessus, ça fait un rebond sur Vinicius qui arrive à la remettre sur Karim, enfin bref. Mais quand même, le Real ne démérite pas. Ils ont dominé pendant toute la partie. On a vu un Liverpool amorphe. Ils ont très bien joué pendant 10 minutes et après, ça a retombé les 45 premières minutes sont vraiment agréables à voir. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux équipes qui se donnent et on voit que des attaques-défense pendant 45 minutes. Les 45 dernières minutes, par contre, ont été un peu plus compliquées pour Liverpool. Ça se comprend pour une équipe comme Liverpool qui a perdu 5-2 à l'aller, d'avoir la motivation à l'extérieur. En plus, t'es même pas poussé par tes supporters. De vouloir tout donner sur le terrain alors que tu as 3 buts à remonter et qu'il reste 20 ou 30 minutes, c'est sûr que c'est compliqué de jouer. C'est compliqué, mais ils l'ont fait. C'est un groupe qui l'a déjà fait. Enfin, pour moi, c'est pas une excuse. En plus, le Bernabéu, c'est pas Anfield, c'est pas le stade du Napoli. Donc non, tu peux le faire, quoi. Mais bon. Je trouve quand même que le Real a plus dominé. Moi, c'est surtout par exemple la frappe de Camavinga à la 30e. Dévié par Alisson Becker sur la barre. Exactement, Vinicius à la 24e qui a 2 doigts d'ouvrir le score. Donc je trouve que ça a été une domination du Real et qui me conforte encore plus dans sa place d'un des favoris. Ils ont été plus tranchants du coup pour toi par rapport à Liverpool qui est un peu vendangé. Tu dis qu'il y a eu l'attaque-défense des deux, je trouve que c'était plus marquant le Real que Liverpool quand ils attaquaient. Et après cette défaite de Liverpool, cette nouvelle défaite cette saison de Liverpool, on le sait, ils sont éliminés maintenant de toutes les compétitions. La Première Ligue, ils sont 7e actuellement. Ouais, mais Klopp a déclaré aujourd'hui, je crois, ou hier, que son objectif maintenant c'était d'être 4e de Première Ligue. Mais justement, ils n'ont pas le choix. Est-ce que c'est atteignable? On ne sait pas. Bah oui, ils n'ont pas le choix s'ils veulent disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais c'est sûr que ça s'annonce assez compliqué. Et oui, ils n'ont pas le choix pour sauver du coup leur saison, mais... On va maintenant revenir sur Jürgen Klopp. On a déjà fait un débat sur Jürgen Klopp avant cette double confrontation face au Real Madrid, où on s'était posé la question de savoir s'il fallait le virer tout simplement à cette fin de saison. On avait un peu plus de maîtrise parce que il n'y avait pas encore eu cette double confrontation. Après cette nouvelle élimination en Ligue des Champions, faut-il tourner la page Jürgen Klopp pour Liverpool ou pas du tout? Anto, si tu veux commencer sur ce débat. Je sais pas du tout vraiment si c'est lui le problème. Ouais. Par contre, je le vois bien partir quand même à la fin de la saison pour... De son plein gré ou être viré Je pense qu'il partirait de son plein gré. Peut-être pour l'équipe d'Allemagne ou le Real Madrid, par exemple, qui peut être repris suite au départ de Carlo Ancelotti. Je pense pas qu'il restera longtemps non plus. Après... Voilà, il a quand même son attachement avec Liverpool, donc je sais pas vraiment si je le verrais partir maintenant. Là, on parle plutôt sur dans 2 ou 3 ans, mais à voir. Il a son même groupe depuis 2017-2018. Oui. C'est un petit peu le même groupe et on se dit qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être se recycler. Avec Mané en moins et Nunez en plus, je pense que c'est ça ce qui a fait tourner la balance pour Liverpool et qui fait qu'aujourd'hui ils sont vraiment tombés en championnat. Je pense qu'il y a beaucoup de changements dans l'effectif de Liverpool. Je pense que c'est un peu une saison de transition pour eux, j'ai envie de dire ça. Je pense que l'année prochaine, je pense que ça ira mieux pour eux, quoi. Et Val, t'es d'avis avec un Anto ou pas du tout? La transition, elle n'est pas aboutie, ça c'est sûr. On sait que pour moi, il faut garder Jürgen Klopp.
Parce que tout simplement, il est à la tête depuis 5 ans, pratiquement tout lui a réussi, mais il est revenu d'une équipe où il y avait du Martin Skrtel quand même encore titulaire en défense centrale. Et puis il a tout remodelé ça à sa façon. Bien sûr, il y a des transferts qui ont été payants comme Salah ou Mané. Et maintenant, on l'a vu, l'année dernière, il fait partir Mané. Il y a 2 ans, il fait partir Wijnaldum. Et il garde des joueurs... des joueurs à ne pas garder. Ouais, honnêtement, je pense que tout est à rebâtir à Liverpool. À partir de la défense et aussi au milieu de terrain. Je pense que les renforts offensifs ont suffisamment pesé. Sont toujours en développement, mais je pense qu'il faut également tourner la page avec Salah. Je ne sais pas si on va me tomber dessus si je dis ça, mais pour moi, c'est comme Mané. Je pense qu'il y a une fin à tout, et puis surtout, s'il y a un besoin de renouveau du côté de la Mersey, ça ne sera pas du tout avec Salah. Mais surtout, il y a un milieu de terrain totalement à remodeler. On en parlait tout à l'heure. Il y a du Thiago Alcantara qui ne doit plus, pour moi, plus jouer. Henderson ne doit plus être titulaire. Fabinho ne doit plus. C'est pour moi donc pour toi, le pire des 4. Le problème, c'est pas Jürgen Klopp, c'est l'équipe à remodeler. Non, donc tu gardes Jürgen Klopp pour la Je garde Jürgen Klopp, il n'y a pas de souci. Et pour moi, c'est une transition qui va prendre du temps. On l'a vu comme dans tous les clubs, avec l'Atlético Madrid, avec le Real Madrid, avec le Bayern de Munich. Tous ces clubs-là, ils ont eu des périodes de transition, mais ils ont su garder leur entraîneur à la tête, et ça a payé quand on voit les résultats sportifs des 3 équipes que j'ai citées aujourd'hui. Et Louis, tu avais l'air d'accord justement avec Val. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, il faudrait le garder. C'est pas lui le problème. Il sait créer un groupe, il sait créer des joueurs surtout qui sont à son image en fait au game pressing. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose de garder un entraîneur même s'il a déjà tout gagné, etc. Faut aller dire ça à Arsenal par exemple, qui ont gardé Arsène Wenger pendant je ne sais combien d'années. Et qui ont gardé Arteta alors qu'il avait des résultats médiocres. Exactement. C'est un renouvellement, et je pense que Jürgen Klopp est un des meilleurs dans le monde pour renouveler cette équipe. Alors au pire des cas, tu prends Tourelle, mais bon, pour moi c'est une autre version de Jürgen Klopp. Mais dans tous les cas, je pense que ils ont commencé à construire quelque chose avec lui. Ils ont fait des investissements avec Gakpo, Nunez. Ce serait bête de le virer pour tout recommencer et puis repartir sur un autre cycle et sur un autre style de jeu. Donc pour moi, non, faut le garder. Et on va maintenant passer à un autre match, un 3e match. C'était Porto qui aurait pu créer une petite surprise en battant l'Inter. En tout cas, ils avaient tenu le score de 1-0 à l'aller. Et finalement, au retour, ça n'a pas tenu pour les Portugais. Exactement, 0-0 à Porto. Du coup, les Nerazzurri ont eu quand même très chaud. Moi, j'ai vu une équipe de Porto impressionnante, c'est peut-être pas le mot, mais déjà satisfaisante. J'ai vu beaucoup de bonnes phases de jeu. Pour moi, ça méritait au moins un but de leur part. Finalement, c'est quand même l'Inter qui va l'emporter grâce à son 1-0 du coup du match aller, comme tu l'as dit. Malgré tout, je pense que l'Inter doit sa qualif au gardien, donc André Onana. Petite stat, il a réalisé 6 arrêts face à Porto, dont 2,5 expected goals déjoués. Ce qui est quand même à noter. Et André Onana qui était accusé quand même de dopage, qui avait d'ailleurs été sanctionné. Et pendant la Coupe du Monde, il avait été viré pour son comportement par la section. Ouais, et finalement, il arrive quand même à bien rebondir et faire une très belle saison avec l'Inter. Donc c'est quand même. Et juste pour revenir sur une petite stat, sur ses 8 matchs en Ligue des Champions cette saison. Si on peut voir une photo d'Onana peut-être derrière. Il est à 5 clean sheets cette saison en Ligue des Champions sur 8 matchs. C'est quand même un sacré gardien. C'est dommage pour le Cameroun, là. J'ai envie de dire. Parce que oui, c'est un sacré gardien. Après, est-ce qu'on sait ce qu'il a fait avec la sélection? C'était son comportement qui n'allait pas. On n'a pas su les détails. On n'a pas les détails, c'est ça. Donc ça se trouve, c'est quelque chose de grave. Et donc peut-être que le Cameroun a bien fait de le virer. Et on va maintenant passer à le dernier match finalement. J'aurais précisé que l'Inter Milan file en quart pour la première fois depuis 12 ans. C'est vrai, ouais. Ce qui est pas des moindres. C'est historique pour le club. C'est historique, et en même temps on se dit que c'est quand même un club qui a gagné avec des champions il y a le pas si retour longtemps. au sommet d'un club. D'un grand club, on rappelait sous Mourinho, c'était exceptionnel. Et on va maintenant passer à un autre club italien qui a créé, on va dire, une petite surprise, puisque pour la première fois ils sont en quart de finale. C'est Naples contre Francfort, mais c'est Floriano qui va nous en parler, notre spécialiste en Serie A.
Bonsoir Floriano. Bonjour messieurs, bonsoir plutôt. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Content d'être là. Ah bah comment ça va depuis cette victoire hier de Naples ? Bah forcément, ouais, victoire, c'est la première fois, donc comme toute première fois, ça se célèbre forcément, ouais, donc content, puis ça s'oublie pas, c'est historique pour le club en tout cas. Et donc voilà, Naples qui a réalisé la surprise en battant Francfort 3-0. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce match ? La surprise. Non, pas une surprise. Hein. Avant ce match, ça reste quand même une surprise parce qu'on se demandait est-ce que Naples allait le faire avant cette double confrontation, avant le premier match. Oui, le match aller. Alors forcément, le match retour, bon, on s'attendait pas forcément à 3-0 non plus. Pour match aller, on s'attendait pas non plus à une victoire de Francfort. On voyait quand même C'était quand même le tirage le plus faible des huitièmes de finale. Je te trouve dur. Val. Non mais l'Eintracht, je parlais de. Oui, non mais je te trouve assez dur. Bruges aussi. Il y avait Bruges quand même. C'est vrai qu'il y avait Bruges. Il y avait Bruges. Mais là s'il y a une surprise, là où je suis surpris, c'est du manque de combativité de Francfort, ouais, surtout sur l'ensemble du match. Hein. Manque de combativité sur le terrain. Sur le terrain. En dehors du terrain. Oui, on y reviendra. C'est vrai que c'était pas du tout la même chose. Non, mais bon, c'est un quart de finale de. Enfin, tu es censé. Huitième. Oui, mais pour passer en quart de finale. On a trouvé des joueurs vraiment inactifs, un manque de pression, alors un petit peu plus sur la deuxième période, c'est quand même étonnant. Bon, et c'était déjà le cas dans le match aller en plus, en deuxième période, on s'en rappelle. Étonnamment, j'ai préféré presque le premier match. Alors est-ce que c'est Kolo Muani qui dicte un petit peu le club, je sais pas, mais vraiment une absence de pression. Hein. Les Napolitains faisaient ce qu'ils voulaient avec le jeu, ils commandaient, et ça c'est quand même. C'est dommage, parce que ça dénature un petit peu, et Floriano, le jeu. Cet homme à droite, il est exceptionnel cette saison. Oui, Victor Osimhen. Forcément, ouais, 2 buts, encore un doublé, avec le penalty de Zielinski. Bah oui, c'est une belle étape. C'est un joueur qui donne beaucoup aussi, qui s'est beaucoup amélioré aussi au niveau du caractère, parce que les premiers temps, bon, à part les blessures, c'était une tête brûlée, hein. Il s'énervait, il pestait sur le terrain, c'était un caractériel. Hein. C'est vrai qu'il s'est amélioré. Il a peut-être besoin d'un temps d'adaptation à Naples. C'est sûr qu'il vient de Lille, donc c'est complètement différent. Mais là, il est à 13 buts sur ses 16 derniers matchs, donc c'est assez incroyable quand même. Et puis je pense que Spalletti arrive justement à mettre cette humanité, ce côté humain avec les joueurs, à créer cette proximité avec les joueurs, et ça marche. Hein. Parce qu'il évolue, il est encore jeune, il évolue. Mais je crois que le coach, il en est pour beaucoup. Hein. Pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, par rapport aux favoris pour la Ligue des Champions, maintenant qu'on a les 8 équipes, les 8 équipes qualifiées pour les quarts, est-ce que pour toi, Naples peut réellement prétendre à la victoire finale ? Sois objectif. Non, alors je le suis toujours quand je viens ici. Forcément en face il y a quand même des cadors, des gros cylindrés, donc qui sont habitués, de cette compétition, donc c'est l'expérience qui jouera forcément. C'est jamais facile de tomber sur un Real, sur un Manchester City, surtout que c'est leur premier quart de finale. C'est le premier quart de finale, donc c'est probablement l'expérience qui l'emportera. Mais si jamais on a Bayern-Napoli, qui vois-tu remporter ce match ? Moi, je pense qu'aucune des autres équipes n'a envie de tirer le Napoli en quart de finale. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que si tu poses la question à City ou au Bayern ou même au Real, Benfica, et même avec je pense pas qu'ils choisiront Naples en premier. Après, même avec ce manque d'expérience, je pense que c'est comme un petit peu un Arsenal en première ligue. Ça fait peur. On sait pas trop à quoi s'attendre. Il n'y a pas eu de gros tests. On peut avoir des doutes. C'est sûr que cette année, on peut largement comparer Arsenal à 4-0 au match aller, ça on sait pas. Arsenal, Naples qui domine en plus largement la Serie A, donc c'est sûr que c'est deux équipes qu'on peut largement. Ce qui est agréable, c'est que c'est un jeu sans prise de tête. Les gars prennent du plaisir, ça se voit. Quand même, tu vois quand une équipe prend du plaisir. Il y a surtout un énorme collectif. Tout le monde bouge, le bloc défensif suit. Il y a quand même une alchimie, il y a pas d'ego. Et je crois que ça joue aussi beaucoup. Et puis là, forcément, quand tu disputes un quart de finale, tout est plus rapide. Le cerveau se met en reptilien. Donc
C'est clair. Mais c'est sûr qu'on a vraiment envie de voir ce que ça donne sur, comme on l'a dit, un très gros match, voir si les joueurs, parce que la plupart des joueurs de cette équipe sont quand même très peu expérimentés, et notamment en Ligue des Champions, donc vraiment ça va être très intéressant de les voir évoluer contre un Bayern ou un City. Et justement, vous me dites si je me trompe, mais cette équipe de Naples, on a l'impression que tout est simple, et que quand on les voit jouer, on se prend pas la tête, c'est-à-dire qu'on cherche pas à faire des dribbles inutiles finalement, c'est vraiment contrôle, passe, accélération. On a l'impression que cette équipe de Naples, elle fonctionne comme ça, et comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas d'ego dans cette équipe, et on voit vraiment un collectif, et où voilà, si c'est pas Osimhen qui marque, c'est pas grave. C'est ça aussi la force de Naples, c'est-à-dire qu'on a Kvara aussi qui est exceptionnel cette saison. Forcément, puis le duo des deux, quand tu vois les résultats sur les passes décisives, les stats, oui, ça parle, hein. Il y a une alchimie entre les deux, ils se comprennent, ils commencent à se connaître, donc oui, c'est ça, et puis tout le monde prend du plaisir. Ouais. Sûr, on parle pas mal de l'attaque, mais la défense surtout de Naples est assez incroyable. En 14 matchs en 2023, c'est seulement 7 buts encaissés, dont 2 dans les 7 derniers matchs. Donc c'est vraiment... la défense de Naples est aussi assez incroyable. Et on pourrait aussi parler du côté extra-sportif de cette rencontre. Avant la rencontre, on a eu malheureusement des gros débordements qui sont survenus entre les supporters de Francfort et Naples, Floriano. Je pense que c'était une bêtise de ne pas avoir autorisé les supporters de Francfort de rentrer dans le stade. Je pense que ça a fait que d'attiser la colère des ultras, et ils sont venus, ils ont tout saccagé, et c'est honteux, hein, mais je crois que ça n'a pas servi à grand chose. Il aurait presque fallu les faire rentrer. Oui, parce qu'on a eu à peu près plus de 100 supporters allemands qui sont venus sans billets aux abords du stade Armando Maradona, juste pour se battre avec les supporters. Même en ville, dans la ville, on sait qu'il y a eu 2 victimes non identifiées qui auraient pris des coups de couteau aussi. Enfin, on n'en sait pas plus, mais c'est pas... Ça fait pas rêver, quoi. C'est très grave, et surtout en plus c'est une nouvelle fois les supporters de Francfort, les ultras de Francfort, qui avaient déjà frappé à Nice avec des bagarres. Je crois que c'était en Europa League début de saison. Début de saison ou la saison dernière. Non, c'est Cologne en Nice et Marseille Francfort. Ouais, c'était Marseille. Et Flo, pour terminer sur ce point napolitain, tu les vois aller jusqu'où, Naples? C'est difficile à dire. C'est quand même difficile parce que c'est une première, c'est vraiment une première, et il y a quand même des grosses équipes en face. Je crois qu'il faut continuer. Cette équipe doit continuer à faire ce football simple, avec le couteau entre les dents, et voir où ça mène. Je pense que c'est difficile de se prononcer vraiment, réellement. C'est une première, mais je les vois aller loin, loin. Ça marche. Bon, on te retrouve la prochaine fois qu'on parle de Naples. Merci Floriano. On va retrouver après une petite transition Anthony, parce qu'on va revenir aussi sur la Ligue Europa dans quelques instants. Et donc on revient sur l'Europa League avec un match qui ne fait peut-être pas rêver sur le papier, on peut se dire ça. Si on regarde pas le match, c'est entre l'Union Saint-Gilloise et l'Union de Berlin, mais au final on a eu un match aller incroyable, spectaculaire, avec beaucoup de buts, 3 partout. Est-ce que tu peux nous faire l'avant-match, Val? Juste avant de faire l'avant-match, je voulais faire un petit point parce qu'il y a quand même plusieurs matchs en direct. En ce moment, il y a le match aller entre le Betis Séville et Manchester United. Match retour, pardon. Toujours 0-0, et Manchester United est presque sûr d'être qualifié après sa victoire 4-1. Le FC Séville est en train d'être battu par Fenerbahçe, même s'ils avaient gagné à l'aller. Pour l'instant, il y a 1-0, donc 2-1 pour Séville au cumulé des scores. Feyenoord qui est en train de démolir le Shakhtar Donetsk 3-0 à la mi-temps. Il y avait eu un partout après, c'est le Shakhtar Donetsk qui joue très peu quand même, donc ça se comprend. Et enfin la Juventus qui est en train de gagner 1-0 à Fribourg. Il y avait déjà eu 1-0 match aller, donc la Juventus qui se qualifie petit à petit pour les quarts. Timothée, pour le Shakhtar, va dire ça aux supporters rennais. Ah oui, après c'est malheureux pour Rennes, mais oui, c'est sûr que Donetsk joue pas beaucoup, mais c'est quand même une très bonne équipe. Mais oui, justement, on va revenir quand même sur peut-être la plus belle affiche de cette soirée en Europa League entre les deux unions, et un match sur le papier qui donne pas forcément envie, mais quand même un beau match, oui. Oui, un beau match. Moi, j'ai envie de dire que l'union fait la force.
C'est deux équipes qui nous surprennent, c'est deux équipes dont on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent à ce stade-là. Et je sais pas ce que tu en penses, Val, mais moi, c'est deux équipes dont je n'avais pas entendu parler avant 2 ans, par exemple. Ouais, non, avant 2 ans, c'est sûr. Même l'Union Berlin, l'année dernière, était encore inconnu. Pour moi, ils allaient juste faire l'ascenseur en Bundesliga. Et là, c'est un duel de dauphins, finalement, entre le dauphin de la première ligue belge et celui du Bayern de Munich. L'Union Berlin est quatrième. N'est plus mais égalité avec le 3e. Bien sûr. Mais on sait que ça joue dans un mouchoir de poche à 3 points près. Il y a Dortmund qui a quand même pris un peu d'avance là, qui est à 50 points. Enfin, le Bayern 52, Dortmund 50, Leipzig 45 et Union Berlin 45 aussi. Donc c'est sûr que Dortmund s'est détaché un peu comme prévu, ça joue quand même à une poignée de matchs. Mais oui, l'Union Saint-Gilloise, après sa très bonne saison l'année dernière, où ils perdent malheureusement contre Gent dans les playoffs belges, aujourd'hui, ils arrivent à quand même faire bonne figure en Europe. Là, on les attendait pas forcément, par manque d'expérience et puis un collectif dont on a peu de joueurs finalement que le grand public connaît. Si ce n'est aucun, à part leur buteur nigérian qu'on sait performant en première ligue belge. J'ai envie de dire que c'est peut-être cette insouciance qui fait leur bon parcours. Mais oui, très hâte de voir ce bon match. J'aurais pas pu me dire 2 ans auparavant que j'allais me prendre beaucoup de plaisir à regarder un match Union Saint-Gilloise, Union de Berlin. Et en plus, Union Saint-Gilloise est en forme plutôt parce qu'ils sont sur une victoire contre Genk à l'extérieur 2-1 ce week-end. Le leader du championnat. Le leader du championnat, oui. Et l'Union de Berlin qui est par contre en revanche sur 4 matchs sans victoire d'affilée en Bundesliga. Donc c'est un peu plus compliqué pour Berlin. Et juste pour vous faire des petites stats, c'est la 5e fois que ces deux clubs se rencontrent en 3 ans. Ils étaient dans la même poule cette année, donc dans la poule D en Europa League. Le match aller, il y avait eu 1-0 pour l'Union Saint-Gilloise à Berlin. Le match retour, il y avait eu 1-0 pour Berlin à Saint-Gilles, donc à l'Union Saint-Gilloise. Et là, 3 partout. 3 partout. Et sur les 5 rencontres en 3 ans, on est à 12-12 en cumulé au niveau des buts. Donc c'est vraiment une rencontre qui est très 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 serrée entre les deux équipes. Et si vous deviez faire un pronostic, qui verriez-vous remporter ce match, en tout cas se qualifier? Anto, je te laisse commencer. Moi je miserais plus sur l'Union de Berlin. C'est une équipe qui m'impressionne un peu plus. Et j'ai un petit joueur clé, comme dirait Louis. C'est Aïssa El Haïdouni, qui a rejoint le club cet hiver, joueur tunisien. Je le trouve très bon. J'ai trouvé très bon avec la Tunisie à la Coupe du Monde et je le trouve toujours très bon en Bundesliga avec Berlin. Après, c'est vrai que le club est en mauvaise forme en ce moment. 4 matchs sans victoire, tu l'as dit. Mais voilà, l'Europa League c'est différent. Je pense que c'est peut-être un petit cran au-dessus l'Union de Berlin. Après, ce sera en Belgique. Donc ça peut aussi le faire match aller sera en Belgique, donc à voir. Mais ouais. Valentin, d'accord avec ce prono de victoire de Berlin ou pas? Non, moi je vois Saint-Gilles se battre. Et en plus, en fait, je pense que dans ce genre de rencontre-là, c'est vraiment le stade du coup d'Anderlecht qui fera la différence et qui peut-être poussera un peu cette équipe de Saint-Gilles en 8e de finale. Et Louis, petit prono? Moi, je vais suivre Val et je vais dire que Saint-Gilles, la Saint-Gilloise va s'imposer face à l'Union d'un but d'écart, serré encore, par exemple un 2-1. Ok, Louis, justement, sur ce match, tu as un joueur clé, comme à chaque rencontre après les émissions. Qui est ton joueur clé pour ce soir? Bien, mon joueur clé, c'est Simon Adingra, l'ailier ivoirien de l'Union Saint-Gilloise. Un joueur que je connaissais pas, et puis c'est en cherchant, je suis tombé sur ce joueur, et puis pareil, coup de cœur. C'est un superbe joueur qui est passé par une équipe que j'aime bien, qui forme très bien. Donc je vais refaire un peu son parcours. Donc déjà, il est formé au Right to Dream. Donc c'est une équipe ghanéenne en fait qui permet aux joueurs africains de se révéler en Europe. Donc il y a Kamaldeen Souleymana, le joueur de Southampton, qui est passé, Majid Waris, le joueur ghanéen, et il y a Mohamed Kudus, dont j'avais déjà parlé, qui est passé par là aussi. Et Simon Adingra, il est passé par cette équipe aussi, il impressionne très rapidement, et c'est le FC Nordsjælland qui le
recrute. Et dès sa première saison, il va impressionner dans une équipe qui se bat pour le maintien. Il va quand même survoler et il va les aider à se maintenir en première division danoise. Et du coup, il s'est fait repérer par Brighton. Il est acheté cette saison 8 millions, cet été, pardon. Et puis, il va avoir cette connexion Union Saint-Gilloise-Brighton, dont par exemple Brighton a recruté une Dave de l'Union Saint-Gilloise et Thomas était parti en prêt là-bas. Donc il est parti directement en prêt à l'Union Saint-Gilloise et puis là c'est pareil, c'est l'explosion. Il confirme en fait sa bonne saison. Donc à North Island, en 21 matchs, il était à 6 buts et 3 passes D. Donc c'est déjà pas mal. Et cette saison, avec l'Union Saint-Gilloise, il a 38 matchs, 12 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc il a vraiment un impact sur le jeu. On sent qu'il y a un avant et un après Simon Adringa. Et il n'a que 22 ans. Il n'a que 22 ans. Et il a été appelé la première fois il y a peu de temps là, pour la Côte d'Ivoire. Donc ça me fait très plaisir pour lui. Et ce que j'ai remarqué surtout en regardant ses vidéos, ses compiles, c'est qu'il a une excellente finition devant le gardien. Et même, je vous invite à aller voir ses compilations de buts. Mais c'est très très impressionnant. Il a une vraie qualité pour aller chercher la lucarne, pour aller chercher le petit filet. Et je trouve que c'est une superbe qualité. Et je pense qu'il va faire très très mal à l'Union de Berlin. Et Dante Vonser, un buteur belge qui joue à l'Union Saint-Gilloise, dit de lui que c'est le joueur dont l'Union avait besoin. Donc ça montre vraiment son importance et l'impact qu'il a sur cette équipe. Et je pense qu'il peut vraiment faire la différence. Et c'est un joueur à surveiller pour la suite. Ouais, buteur ce soir. Buteur ce soir. Un joueur qui marque beaucoup, oui, alors que il est positionné en poste de milieu gauche, ailier gauche dans un 3-5-2. Donc ouais, c'est sûr que c'est un joueur. Pourquoi il jouerait pas en pointe d'après toi s'il a une si belle finition? Parce qu'il a aussi une capacité physique qui lui permet de faire les allers-retours. Et je pense que l'Union Saint-Gilloise peut se permettre de laisser Adringa un peu plus devant et d'autres joueurs de revenir derrière et d'avoir cet équilibre attaque-défense entre les joueurs. Donc on suivra ce match et ce joueur ce soir. On passe au jeu de l'émission comme d'habitude. On l'a vu, la liste de Didier Deschamps, la première de 2023. On va vous en demander une ancienne, la liste des 26 bleus pour l'Euro 2020. Et vous allez donner, je pense, chacun votre tour un joueur de l'effectif. Au début, ce sera facile, ensuite, ce sera plus compliqué. On va faire dans l'ordre, on va faire les gardiens d'abord, ensuite les défenseurs, les milieux et les attaquants. Un par un ? Un par un, oui. On va faire par bloc. On va faire par bloc, ce sera plus simple. Allez, on commence par les gardiens. Allez. Louis Lloris. Mandanda. Areola. Non. C'est perdu déjà pour Kanto. C'était Maignan. Ouais, c'était Maignan qui était déjà là en 2020. Au niveau des défenseurs maintenant, Louis. Il y en a 9. Varane. Oui, Varane, ça passe. Valentin. Koscielny. En 2020 en 2020. L'Euro 2021. Ah, ok. Non, est-ce qu'on doit t'excuser de... Patrick Sévra. Et bah, du coup, dans tous les cas, c'est perdu. En 2020, pas 2021. Putain, j'étais sur 2016, mais je suis un débile. Louis pour gagner. Louis. Allez, Louis pour la win. Après, on recommence. Hernandez. Lucas Hernandez, c'est bon. Et bah, du coup, c'est victoire pour Louis. Valentin, un prochain. C'est la victoire la plus rapide de l'émission, vraiment. Mais Valentin, un autre défenseur, du coup. Un autre défenseur. Euro 2020. Messieurs, quand même, c'était il y a pas si longtemps. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, ça passe. on est sur les défenseurs là. Oui, on est toujours sur les défenseurs. Purée, il y a qui a été dit Lucas Hernandez. Ça a été dit, Il a déjà été dit. Théo. Non, Théo était pas là. Théo était pas là. Il vous en reste quand même plusieurs. Je vais tenter Upamecano quand même. Ah non, messieurs, Euro 2021. Upamecano, c'était après l'Euro. Bah voilà, merci, ça y est, je dois avoir l'erreur. Allez, Valentin. Monsieur Presnel Kimpembe. Oui, bien sûr. Presnel Kimpembe, ça passe. On a Jules Koundé. Il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Bah, Jules Koundé, c'est bon, il vous en reste 4. À Louis. Dans vos charbons. 4 défenseurs. Ouais. Alors, il y a un latéral droit. Un latéral gauche. Un latéral gauche. Et deux centraux. Voilà, et 2 centraux. On peut refaire. Mais c'est les joueurs du banc. Voilà. C'est les joueurs du banc. Ferland Mendy ? Non, pas Ferland Mendy. Lucadine. Oui, bien sûr. Lucadine. Il vous reste 2 centraux et un défenseur droit. Je sais pas qui a été dit. Défenseur droit, il est trouvable quand même. Il était proche de nous il y a pas si longtemps. Géographiquement. Ah. C'est un bel indice quand même. C'est un bel indice. Anto, tu l'as ?
Maintenant, il est en Turquie. Oui. Ok, bah ça me va plus. Bah du coup Louis. Dubois. Et Léo Dubois évidemment. Et il vous reste 2 centraux. Quand même. Qui ont un peu disparu de la circulation. Clément Langlais. Évidemment. Clément Langlais. Et un qui a un peu vraiment disparu de la circulation là, depuis pour une raison, cet Euro. pour une raison précise. Pour une raison footballistique. Footballistique et extra. Samuel Umtiti. Non, Non. pas fait. On va dire qu'il aimait pas trop les chats. Oh. Bête. Ah, Kurt Zouma. Alors, du coup, ça passe. Allez, les 6 au milieu de terrain. milieux de terrain maintenant et Anthony, tu vas commencer. Paul Pogba. Paul Pogba, il est là évidemment. Valentin. Non, Valentin quand même. J'allais dire Moussa Sissoko. Oui. Moussa Il est là. Sissoko, C'était ça- pas le plus simple, Ouais. mais il était là. Louis. Lemar. Thomas Lemar, oui, il est là. N'Golo. N'Golo était là Bien aussi. sûr. Il vous en reste 2. Ouais. Allez, imperfect là. Est-ce que Griezmann, vous le comptez dans les milieux de terrain? Non, il est dans les ok. attaquants, mais du coup, on comptera pas celui-là. Kingsley Coman est-il compté comme un milieu de terrain? Non, ça. Non, Ah, mais je ça sais va pas parce que des fois ils sont dans la. Ouais, c'est vrai que ça. Non, c'est vraiment des Rabiot. milieux de terrain. Rabiot. Ah, joué, je oui. vois. Bon, il en reste plus qu'un. Il en reste C'est plus pas qu'un. vrai ça. Plus qu'un. Vous voulez un indice? Non. Ah, c'est pour Louis. Oui, c'est pour moi. Hein. Non, je pense que c'est trop. Pas sûr, parce que vraiment, Il est champion du monde. Après, on en a dit pas mal. ouais. Il est champion du monde. Il a joué, on va dire, dans un grand club et un bon club. Ouais, ok, je vois qui c'est. Ah, j'en ai un. Bah, Dites-le, c'est moi. Allez, c'est Valentin. Desgarni. Hein? Ah, c'est Desgarni. Non, pas du tout. Je vois pas de qui tu pense parlais. à là. qui Je parlais des noms, je pense. Ouais, moi aussi, Non. Ah, j'avais non, besoin, mais non, j'étais non. pas sûr. Pareil, voilà, je peux vous leur donner un indice. Il a le même prénom que quelqu'un sur Tolisso. ce plateau. Voilà. Tolisso était appelé. Tolisso a été appelé, oui. J'étais premier surpris aussi. Allez, les attaquants maintenant, il y a 8 attaquants. 8 attaquants, ça va aller. C'est tu fou veux- ça. Il y a 8 attaquants. Allez, vas-y, Louis. On enlève Griezmann. On enlève Griezmann qui Ouais, est déjà- Valentin commence. Du coup, Ok, bah Kylian alors. Kylian. Ouais. Kylian. Ah, mais- 6. C'était Coman. Qui c'est Oui. comment il y a Benzema. Évidemment, Benzema, le ouais. Benzema. Dembélé. Dembélé, il est là aussi. Il en reste 3. Issam Ben Yedder. Oui, joli. Wissam Ben Yedder qui était là à l'Euro. Louis. Il y en a un quand même Quand même. inévitable en équipe de France. Bah oui, Corentin, j'ai envie de te le dire. Louis. Attaquant. Attends, Équipe de mais, France. mais je l'avais là, c'est en parlant avec toi, j'ai perdu, pardon. Attaquant équipe de France quand même. Non, c'est simple quand même. Giroud. Voilà. Giroud, il est là. Mais j'étais pas sûr. Le dernier, c'est le plus dur de la liste. On en a parlé il y a pas très longtemps dans cette émission. Pas Il reste combien, là forcément, Deux pas forcément positif. Il en reste un. C'est le seul. Il en reste un Le seul dernier. Ouais. Mais Benzema a été dit? Oui. Ok. Ah, ouais, Marcus Thuram. Ouais, Évidemment, Marcus Marcus Thuram Thuram qui était là. complétait la liste. Je suis J'avais pas sûr déjà qu'il ait- Marcus. qu'il ait beaucoup joué, mais. Voilà, on voit la liste entière avec forcément, ça rappelle le retour de Karim Benzema et on se rappelle évidemment que Ça, c'est on la avait perdu en huitième de finale face à la Suisse au tir au Des but. noms. Allez, on retourne sur Non, l'actualité. ouais, ça Maintenant, on va faire ça un va. petit récap. Bon, Alizé n'est pas là ce soir, mais avec le récap d'Anto, du coup, pour les sports mineurs, entre guillemets, et un petit point sur le début de la semaine. Et sur C'est ça, MotoGP. donc on va commencer avec le Grand Prix, le MotoGP, la préparation du coup qui s'est déroulée à Portimao. Donc pour les constructeurs, le test de Portimao était la dernière chance de peaufiner du coup leur machine avant les 21 épreuves prévues pour cette saison qui va commencer le 26 mars et qui se déroulera jusqu'au 26 novembre 2023. Donc ça commencera du coup au Portugal à l'Autodromo International do Algarve. Voilà, maintenant on va passer à la Ligue Magnus, donc on est sur du hockey sur glace, pas d'équipe surprise en demi-finale. Les affiches seront Grenoble-Cergy et Rouen-Angers. Du coup on va revenir rapidement sur Sur les résultats, ouais. sur les matchs des qualifiés. Donc Grenoble-Cergy, ce fut difficile pour Grenoble, qui a quand même réussi à éliminer les Scorpions de Mulhouse au bout du suspense. Un match 5 assez compliqué, puisque remporté 5-4. Et Grenoble remporte finalement quand même sa série 4-1 et fait filer en demi-finale. Cergy-Pontoise, leur futur adversaire, ne s'est pas facilité la tâche non plus, parce qu'ils ont également gagné 5-4 face à Gap. Donc un match difficile à l'image de leurs futurs adversaires Grenoble. Donc cette demi-finale risque d'être intéressante. Ouais, les 4 têtes de série, 4 premiers du championnat qui sont qualifiés logiquement pour les demi en fait. C'est ça, on a aussi Rouen-Angers. Ouais. Donc alors qu'ils étaient menés 3-0, Rouen a pu renverser les Gothiques d'Amiens. Ouais. Et ils se sont imposés 4-3. Ils ont donc été les premiers à décrocher une place en demi-finale. Quant à Angers, là c'est différent, ils ont plutôt été nets et sans bavure puisqu'ils se qualifient face aux Boxers de Bordeaux. On peut donc s'attendre à un match intéressant de leur part face à Rouen. Et on passe maintenant en cyclisme avec Milan-Turin. Avec le Milan-Turin, oui.
Qui s'est déroulé hier. Donc, ce mercredi se déroulait la 104e édition du Milan-Turin en Italie. Les 192 km sont presque toute la tracée entre Rho et Robassano. Et ils ont vu aussi la victoire surprise du Néerlandais Arvid de Klein de l'équipe de Tudor. Il s'impose devant le Colombien de la Movistar Fernando Gaviria et le jeune Casper Van Houten de la DSM, au terme d'une course menée tambour battant à plus de 48 km/h de moyenne. Le premier français, quant à lui, Nasser Bouhanni, prend la 6e place. Cette course servait de préparation à Milan-San Remo, le premier monument de la saison qui aura lieu ce samedi 18 avril. Une belle perf pour Nasser Bouhanni qui finit 6e. Et oui, la surprise, ça a été évidemment Klein qui a battu notamment Gaviria. Enfin, un petit point ski alpin aussi avec le Super G. Avec le Super G. Donc, pour le contexte, les finales de la Coupe du Monde de ski alpin se déroulent depuis hier, et ce jusqu'au 19 mars prochain. Donc hier, c'est justement Vincent Kreckmayer, l'Autrichien de 31 ans, qui a remporté l'épreuve de descente. Mais du coup, aujourd'hui, on a eu le Super G, qui est un slalom géant, donc considéré comme une épreuve de vitesse. Donc elle a été remportée par le Suisse Marco Odermatt. Sans surprise, hein, comme avec d'habitude, qui remporte. Avec un temps de 1 minute 23,91 secondes. Et donc c'est encore rapproché du record de 2000 points obtenu par Hermann Mayer. Et côté français, Alexis Pinturo pointe à la 11e place. Ouais, bon, résultat qui suit complètement sa saison, un peu avec des hauts, des bas, des très bas, et bon, voilà. Et finalement, il confirme qu'il est encore un très très gros niveau, Marco Odermatt. Ouais, bah, toujours. Et on a eu, par contre, côté français en sport d'hiver, on peut dire la retraite de Chevalier-Boucher, Anto. Tout à fait, donc Anaïs Chevalier-Boucher, double médaillée olympique en biathlon, a annoncé sa retraite à l'âge de seulement 30 ans. Elle disputera donc à Oslo les dernières courses de sa carrière. Elle a annoncé sa retraite sur Instagram en écrivant notamment qu'il était temps pour elle de raccrocher la carabine et les skis. Ouais, une décision un peu surprise. Un peu surprise. Elle a seulement 30 ans. 30 ans, on peut largement encore faire du biathlon. Et surtout, elle a encore un très bon niveau. La semaine prochaine, elle jouera le petit globe de la Mastart. Donc, c'est-à-dire, la Mastart, c'est des épreuves et elle peut remporter en fait le championnat du monde. Donc, c'est surprise. Après, on sait que souvent, dans les petits sports comme ça, entre guillemets, y a les sportifs abandonnent vite parce que ça manque d'argent, en fait, tout simplement, plus que dans les sports collectifs. Ça peut expliquer son choix de reconversion. Après, on ne sait pas ce qu'elle fera plus tard, mais c'est sûr que c'est quand même une petite surprise côté bleu et une mauvaise nouvelle si on voulait des médailles pour les prochains JO. Et Anto, on a eu aussi une petite surprise, mais là en football avec Oussem Aouar. Ouais, on repart maintenant dans le football et maintenant c'est officiel. Oussem Aouar va représenter l'Algérie en équipe nationale. Pas sûr du maillot là. Donc, oui, là, justement, la photo date de sa seule et unique sélection le 7 octobre 2020 face à l'Ukraine, il me semble. Et le joueur de l'OL a donc officialisé son choix sur Instagram. Et du coup, pour le contexte, Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, va annoncer sa prochaine liste vendredi en vue du prochain rassemblement. Et Oussem Aouar il sera dedans. Logiquement, serait dedans. Et on termine avec le décès de Claude mauvaise Simonet. nouvelle. Claude Simonet, ancien président de la FFF, nous a quittés à l'âge de 92 ans. C'était lui le patron quand les Bleus ont officialisé leur première Coupe du Monde en 98. Il a aussi été le vice-président du FC Nantes durant un temps. Il a eu également une carrière amateur dans le football dans sa jeunesse, en passant notamment par le FC Nantes et par Le Mans. Et on va maintenant passer au basket. Merci Anto pour ce récap. Avec un fait extra sportif, on peut dire ça. Un fait divers, clairement. Un fait divers, oui. On aurait bien aimé vous passer les images, mais bon, je pense qu'on peut pas. Bon, pour vous recontextualiser, c'est le basketteur Jay Morant qui joue au Memphis Grizzlies, qui a été Jay Morant, qui joue au Memphis Grizzlies, qui a été affiché, qui s'est affiché tout seul en fait en live sur Instagram, en boîte de nuit, en train de montrer une arme à feu. Valentin, c'est triste pour un jeune joueur qui a énormément de potentiel dans le basket. Ouais, c'est-à-dire qu'on parle d'un des meilleurs joueurs de la ligue qui finit sur un live Instagram torse nu, alcoolisé, avec un flingue. Donc il sait très bien ce qu'il a fait. Bien sûr qu'il s'est rendu compte de ce qu'on pouvait lui reprocher. Après, il ne devrait pas endurer de trop lourdes peines parce qu'on sait que là-bas c'est légal. Maintenant, c'est l'image du sportif qui ressort franchement bâclée et négative. C'est
élément prometteur et indispensable de cette ligue, qui est quand même à la tête, qui est l'élément majeur d'une des places fortes de ce championnat. Il a été sélectionné 2 fois au All-Star Game en plus. Et oui, et surtout il est le meneur d'une équipe qui est deuxième qui était du coup avant sa suspension deuxième de sa conférence. Et aujourd'hui, il vient faire ça. Alors, je vais en parler rapidement, mais il a eu un entretien du coup hier avec ESPN. Avec ESPN et notamment le journaliste Jalen Rose. Ouais. Dans lequel, bien sûr, il explique que c'était bien sûr pas voulu, il voulait pas que ça ait une aussi grande. Mais il assume sa responsabilité. Il assume totalement, bien sûr, ce qu'il a réalisé comme geste. En disant quand même que c'était pas son arme et qu'il avait emprunté à un ami pour la vidéo. Bien sûr. Mais et du coup, il y a eu des suspensions par rapport à ça. La NBA a donc décidé de le suspendre que 8 matchs. Là où, bien sûr, tout le monde s'attendait à l'une des plus grandes suspensions de l'histoire de la NBA. Et il devait revenir ce week-end. Mais au final... En temps normal, il devait être suspendu 8 matchs. Et là, du coup, il en a purgé que 6. Du coup, il lui en reste encore 2 à purger. Et il pourra rejouer. Mais bien sûr, on s'attendait à une plus lourde peine. Et bien sûr, les faits qui lui étaient reprochés n'ont pas pu être vérifiés. La police du Colorado l'a décrite. Justement, est-ce que vous pensez qu'il peut rejouer en NBA ou pas du tout avec ce qu'il a fait ou c'est envisageable encore ou pas du tout par rapport à son image, par rapport à tout ce qu'il a fait Louis bien sûr, malheureusement, c'est pas ce que je veux, mais il est tellement important pour la Ligue et puis 8 matchs de suspension, c'est ce qu'a décidé la NBA et ils vont pas changer parce que ça fait une mauvaise image, etc. Donc je pense que non, il va rejouer, il va faire une carrière et puis voilà, ça me fait penser un peu à l'affaire de Gilbert Arenas où c'était dans les vestiaires qu'il avait eu ce flingue, ce pistolet, pardon. Et lui, pareil, il n'avait pas eu une aussi grosse suspension. Je crois qu'il avait pu rejouer juste après. Donc ça m'étonne pas en fait. Et en plus, il a un contrat qui a été prolongé à l'été 2022 pour 5 ans et pour 231 millions de dollars. C'est assez conséquent. Et on sait qu'en plus, avec ces matchs de suspension, il va perdre très très gros au niveau financier. Donc, c'est sûr que les sponsors vont partir petit à petit. En plus des sponsors, oui. Et ouais, c'est seulement en fait parce que c'est vrai, 8 matchs de suspension, c'est quand même une grosse peine, entre guillemets, mais c'est surtout pour son image qui prend un réel coup. Pour finir juste cette émission, on va faire un petit point tennis avec Indian Wells qui se poursuit. On a la première affiche des demi-finales, un match qui opposera le russe Daniil Medvedev, impérial. Bon, je l'avais pronostiqué vainqueur, on verra ce qu'il en sera à la fin du tournoi. Il affrontera l'américain Frances Tiafoe, qui est quand même la surprise de ce tournoi, qui est tête de série numéro 14, qui a éliminé Cameron Norrie et Andrei Rublev juste avant. Après, on connaît les capacités de Tiafoe. Ah oui, c'est un joueur qui sert très fort, qui a une énorme puissance de frappe, et aussi on sait qu'il est énormément, il pousse énormément le public, et il est survolté quand il est poussé par ces derniers. On a aussi les 2 matchs du coup de cette nuit dans le tableau homme, deux énormes affiches entre Carlos Alcaraz et Félix Auger-Aliassime d'abord, un match entre jeunes joueurs, peut-être que si on peut les voir derrière, voilà, parfait, entre 2 très jeunes joueurs très prometteurs, et en dessous également Yannick Sinner qui est peut-être le 3e top joueur de moins de 23 ans avec ces 2-là, qui affrontera l'américain Tyler Fritz, que Louis avait pronostiqué vainqueur. Tyler Fritz qui est tenant du titre, et c'est évidemment 2 très belles affiches, 2 matchs qui devraient être largement de quoi ? Dommage pour Wawrinka. Dommage pour Wawrinka qui est tombé contre Sinner au tour précédent. Et d'ailleurs, il y a une petite polémique avec Stan Wawrinka. Peut-être qu'on peut passer la petite. Face à Norrie. Non, face à Rune. Face à Rune, oui. Face à Rune, peut-être. Je vais recontextualiser avant de voir la vidéo. Alors, il s'était affronté d'abord au Rolex Paris Masters fin 2022. Holger Rune avait gagné le match après un match très très serré. Et à la fin, quand les 2 joueurs sont allés se serrer la main, Stan Wawrinka a dit au filet à Holger Rune d'arrêter de se comporter comme un gamin et de crier n'importe comment. Et en réponse à ça, Rune a perdu contre Wawrinka et lui a lâché un petit mot visé au filet. On peut écouter ça. Fighting keeps going strong. You got nothing to say now? You got nothing to say now? Thank you. What do you want me to say?
Ouais, bon, pour ceux qui comprennent pas vraiment l'anglais, il dit tu n'as plus rien à dire maintenant, et Wawrinka dit quoi, je comprends pas trop, et il le répète. Du coup, c'est compliqué à interpréter parce qu'on sait pas s'il dit ça pour détendre l'atmosphère ou si c'est vraiment de la provoque. Parce qu'au début, on peut croire que c'est pour détendre l'atmosphère, mais quand il le répète et qu'après il part sans écouter la réponse de Wawrinka, on peut penser que c'est un peu de la provoque. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, on a senti un petit peu la rage d'avoir perdu face à Wawrinka. Je pense qu'il se disait que voilà, c'était un vieux briscard qu'il allait gagner facilement, et au final, il est encore dégoûté. On le connaît, hein, c'est quelqu'un d'assez impulsif qui a vraiment envie de gagner et qui n'hésite pas à charrier, on va dire, son adversaire en criant, etc. Donc pour moi, ouais, c'est de la provoque, le connaissant. Après, il est très jeune et évidemment, c'est des erreurs qui peuvent arriver, sauf que Wawrinka a affirmé après en conférence de presse qu'il regrettera son attitude plus tard. Donc bon, c'est un peu une petite guerre entre les deux joueurs. Pour faire un petit point aussi sur le tableau féminin, peut-être si on peut voir les affiches. D'abord, ça ce sera la première demi-finale qui opposera Maria Sakkari à Aryna Sabalenka. Maria Sakkari qui était finaliste l'an passé, et Aryna Sabalenka que vous connaissez sûrement, qui a gagné l'Open d'Australie en début d'année. Et cette nuit également les quarts de finale, les deux derniers quarts de finale pour décider de la demi-finale. Le premier a débuté entre Muchova et Rybakina, les deux joueuses en haut. Pour l'instant, il y a 5-4 pour Muchova, mais c'est un match très serré. Et de l'autre côté, Iga Swiatek, qui est impériale depuis le début du tournoi, qui affrontera la Roumaine Sorena Cirstea, qui est la surprise de ces quarts de finale. Mais Iga Swiatek qui est la grande favorite pour remporter ce tournoi. Elle gagnera ce match-là ? Non, le tournoi. Le tournoi, oui, je pense que ça se jouera en finale contre Aryna Sabalenka, mais je pense qu'elle a largement les capacités pour remporter ce match, même si elle s'est fait surprendre récemment contre Barbora Krejcikova. On va finir cette émission, Corentin. Et oui, merci à tous de nous avoir suivis, merci à vous les chroniqueurs d'avoir pu débattre encore une fois. C'était une belle émission. Merci Timothée, évidemment, toujours d'être à mes côtés, et on vous demande, on vous incite à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, à vous abonner à notre compte Twitch et YouTube. Et puis on se dit rendez-vous lundi à 19h pour une nouvelle émission. Sur ce, bonne soirée. À lundi, bonne soirée.